Bonjour, je suis Delphine Zanelli. Bienvenue dans le podcast L'entreprise de demain, le podcast de tous les bâtisseurs du futur du travail. Celles et ceux qui le vivent, le créent, le questionnent et chaque jour le réinventent. Une entreprise plus vertueuse et soucieuse de son impact social pour une société meilleure. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode. Je voudrais prendre quelques minutes avant de commencer pour vous parler d'un événement qui me tient à cœur. Il s'agit du Next Gen Summit. Il se tiendra les 24, 25 et 26 novembre prochains à La Défense. Il est organisé entre autres par Luc Breton, que j'ai eu le plaisir d'interviewer en septembre 2019 sur le podcast, dans les épisodes 25 et 26 de la saison 1. On parlait déjà des nouvelles formes de gouvernance, un travail sur lequel Luc s'est engagé depuis quelques années. Convaincu qu'il est temps donc de repenser nos organisations en profondeur, d'adopter de nouvelles formes de gouvernance et de nouveaux modes de management, convaincu aussi que nous avons besoin d'inspiration, de rôle modèle, de pistes de réflexion et de clés d'action, Luc Breton donc et son équipe nous proposent de venir rencontrer des pionniers, des acteurs du changement, dirigeants, universitaires, politiciens, philosophes. Tout cela lors d'un sommet qui se tiendra à la fois en présentiel et en ligne. Alors, que faites-vous les 24, 25 et 26 novembre prochains? On s'y retrouve? Passons maintenant à notre invité du jour, Olivier Bas. Olivier est vice-président d'Havas, enseignement à Paris 3, conférencier et auteur. Il est lui aussi déjà intervenu au micro du podcast en décembre 2018, l'épisode 10 de la saison 1. On avait parlé d'envie, de culture d'entreprise, de digital, de génération Y et de l'entreprise de demain. Aujourd'hui, c'est un tout autre sujet que nous abordons. Suite à la parution de son dernier ouvrage que j'ai adoré, ainsi que tous ceux à qui je l'ai offert cet été, même s'ils ont parfois tiqué à la lecture du titre, Connard malgré nous. Oui, le message n'est pas évident. Pourtant, je l'ai offert qu'à des personnes dont j'apprécie fortement les intelligences. Mais bon, le sous-titre est éclairant, c'est Comment rester intelligent face à la manipulation de nos émotions. Olivier a en fait eu envie de creuser le sujet, de prendre la plume face à un constat récent de la baisse de notre QI. Comprendre pourquoi et comment celle-ci s'accélère dans le monde d'aujourd'hui et tout particulièrement dans la période que nous venons de vivre. Le lien avec l'entreprise de demain? Nous souhaitons collectivement une entreprise plus collaborative, engageante et responsable. Mais comment peut-on y arriver si nous ne sommes plus que dans la réaction? Si nous pensons que seules nos certitudes sont la réponse à l'incertitude? Si nous perdons confiance au point de ne plus être en mesure d'entendre d'autres points de vue? Bref, vous trouverez dans cet épisode passionnant de multiples clés pour réveiller les intelligents qui sommeillent en nous et en nos équipes. Bonne écoute! Bonjour Olivier! Bonjour! Bon, quelle joie de te recevoir à nouveau sur le podcast. Donc, le premier épisode, il date d'il y a déjà 2-3 ans. Oula, oui. Oh, plus. Ouais, on parlait plaisir et performance. C'était à l'époque, on avait parlé de l'envie stratégique, qui était le premier livre par lequel je t'ai découvert, et puis on avait parlé de I Like Ton Job à l'époque. Et là, on va parler d'un autre sujet que je trouve très à propos aujourd'hui. Et voilà, ton ouvrage s'appelle Connard malgré nous. Alors, pour la petite histoire, je te le disais, je l'ai offert à pas mal de clients cet été. J'en ai 2-3 qui m'ont regardé de travers au départ. J'aurais dit non, mais lisez le livre et puis on en reparle après. Que je trouve que c'est très à propos dans leur vie de manager, de dirigeant. Parce que un des enjeux pour eux aujourd'hui, c'est écouter, c'est comprendre. Bref, avant d'aller plus loin, donc peut-être que je vais te laisser quand même te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas en 2 minutes, puis après je te poserai différentes questions. Oui, rapidos. Je suis très pompeusement vice-président à Havas Paris, mais en fait, je travaille sur des sujets qui sont liés à la transformation des entreprises et à l'engagement des équipes, du dirigeant jusqu'au collaborateur. Ça, c'est mon métier. À côté de ça, je fais plein d'autres choses. Je suis enseignant à Sorbonne Nouvelle. J'écris des livres puisque c'est mon 3e bouquin. Voilà. Ok, donc, du coup, Olivier, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre? Alors, ce livre, mes 2 premiers sont des bouquins qui sont très centrés sur les émotions.
la manière de les réguler, de les gérer, comment les états émotionnels font la performance, comment la transformation, notamment numérique, vient perturber les climats émotionnels dans les boîtes, etc. Et en fait, j'ai été interpellé par des chiffres que j'ai vus passer sur la baisse du QI. En France, il semblerait qu'il y a eu une baisse de quelques points du QI depuis une dizaine d'années. C'est ce qu'on appelle l'inversion de l'effet Flynn. Flynn, c'est un chercheur néo-zélandais qui avait modélisé l'augmentation du QI de l'être humain depuis des centaines d'années. Et donc, il y a une inversion du QI. Ça m'a vraiment interloqué. Je me dis, tiens, donc l'être humain devient moins intelligent ou deviendrait moins intelligent. Et donc, mon point de départ, c'est ça. Et j'ai essayé de me dire, mais pourquoi il devient moins intelligent? Alors, il y a plein d'explications, hein, quand tu commences à chercher. On t'explique que c'est le problème de l'éducation, parce que l'éducation à la maison est de plus en plus mauvaise. L'éducation à l'école, on n'en parle pas. Selon certains, c'est la bouffe, parce que les perturbateurs endocriniens viennent empêcher l'effet de l'iode qui est bénéfique sur le cerveau. Il y a plein d'explications, beaucoup le numérique. Et moi, je me suis dit à un moment donné, mais est-ce qu'on n'est pas finalement moins intelligent parce qu'on réfléchit moins, et qu'on réfléchit moins parce qu'on réagit plus. Et en fait, je me suis dit, j'ai l'impression que le siècle des Lumières s'est éteint avec Twitter. C'est-à-dire que en fait, on est dans un monde où nous ne réfléchissons plus le monde qui nous entoure. Il est tellement anxiogène, il est tellement générateur d'émotions négatives. Là, on a eu quand même une séquence entre les gilets jaunes, le Covid, les problèmes climatiques majeurs qui font qu'on est quand même tous un peu flippés. Hein. Et ça, en fait, ça fait qu'on réagit. Et donc le je pense donc je suis de Descartes est devenu ce que moi j'appelle le je m'émeus donc c'est vrai. Voilà, donc c'est vraiment le point de départ du livre pour essayer de ensuite de comprendre qu'est-ce qui est à l'œuvre d'abord dans notre cerveau, parce que tout part de là, et ensuite les conséquences que ça a sur le fait qu'on deviendrait moins intelligent, mais en fait, je pense qu'on est simplement en train de beaucoup moins réfléchir, c'est-à-dire de faire moins appel à nos fonctions cognitives qu'auparavant, fonctions cognitives supérieures. Il y a un point sur lequel tu reviens pas mal dans le bouquin, qui est l'attachement à nos croyances. Ouais. Et récemment, là, j'assistais à une joute verbale au sein d'un codir, pour dire juste ça comme ça. Et j'étais effarée de voir comment, en fait, j'étais vraiment en face de personnes extrêmement brillantes, capables de faire pivoter des business, enfin, qui ont fait des choses dingues pendant la crise, et qui tout d'un coup étaient en proie totale à leurs émotions, qui n'arrivaient plus du tout à raisonner, en fait. Et on était dans un dialogue de sourds, comme ça peut arriver souvent. Et en fait, typiquement, ils étaient campés sur leurs croyances, parce que ça les rassurait, parce qu'ils étaient face à de l'inconnu. Donc, comment est-ce qu'on passe au-dessus de ça? Comment est-ce qu'on le gère? Comment est-ce qu'on le transforme, ça? Bah, d'abord, il faut comprendre ce qui est à l'œuvre. Hein. Cet esprit de contradiction et même d'opposition qui se manifeste bien évidemment dans certains comex, mais sur les plateaux de télé et un peu partout, qui est un peu le mal du siècle. Hein. En fait, c'est l'idée que il faut vaincre l'autre. C'est-à-dire qu'on recherche pas la vérité, on recherche la victoire contre l'autre. Ce qui est complètement différent de l'esprit critique, hein, puisque l'esprit critique, cette espèce de maïeutique, c'est je recherche la victoire avec l'autre. Et effectivement, c'est lié à nos états émotionnels. C'est-à-dire que si à un moment donné, il y a un phénomène en psychologie sociale qui s'appelle la réactance. C'est quoi la réactance? C'est un truc redoutable. C'est-à-dire si à un moment donné, dans un dialogue, dans un échange, j'ai le sentiment que ma liberté de penser est en danger, parce que l'autre me dit non, parce qu'il s'oppose à moi. Et donc, à un moment donné, je me dis, mais ma liberté de penser est en danger. C'est-à-dire, je ne peux pas exprimer ma pensée librement. Alors, je vais devenir de plus en plus violent parce que inconsciemment, je vais vouloir détruire la pensée de l'autre. Et donc là, je suis dans un conflit majeur. Il y a ça, et puis un autre phénomène qui fait que en fait, dès que l'autre apparaît comme un ennemi, c'est-à-dire parce que ses propos sont véhéments, je vais me mettre dans une position où je suis incapable d'écouter ses arguments, puisque ces arguments sont forcément nocifs,
parce qu'il s'oppose à moi. Et donc tout ça, c'est lié à nos états émotionnels, bien évidemment, alors que l'esprit critique, la pensée critique, c'est quoi? C'est deux choses. C'est d'abord beaucoup de rigueur intellectuelle. Donc il faut se repositionner sur des fonctions cognitives pour avoir une rigueur intellectuelle. Par exemple, celle de ne pas dévier du sujet sur lequel on est en train de discuter. Ce que font malheureusement souvent les gens qui sont en débat un peu violent. Ça nécessite ce qu'on appelle la mise en doute objective. C'est-à-dire, je mets en doute ce que dit l'autre, mais je le mets en doute objectivement. C'est-à-dire, je vais aller chercher des faits derrière ses opinions. Je vais avoir un questionnement, mais qui n'est pas un questionnement pour le mettre en défaut, qui est un questionnement pour arriver à comprendre pourquoi il a ce point de vue-là et pourquoi il défend cette thèse-là. Et troisième sujet dans cette rigueur, c'est cette idée d'ouverture d'esprit qui est de me dire, en fait, finalement, intellectuellement, je suis pas en train de mener un combat, j'essaye de fabriquer de la vérité avec l'autre. Et ça entraîne tout de suite une autre qualité qui est une qualité d'empathie. C'est-à-dire que l'esprit critique, c'est à la fois de la rigueur intellectuelle et de l'empathie. Quand tu as une grande intelligence émotionnelle, tu n'as pas de sentiment comment je vais dire ça, d'être dévalorisé, que mes lacunes soient mises en avant. Tu as de la distance avec ça. Et donc, tu es tout à fait en capacité d'accepter à un moment donné, d'être mis en défaut en me disant, mais merde, il a raison, je me trompe quand je dis ça. Tu me fais vraiment penser au Nothing Personal des anglo-saxons. Parce que moi, j'ai mis un temps à comprendre. En fait, j'ai beaucoup travaillé avec des Anglais. Et au début, je comprenais pas ce Nothing Personal. Tu parles aussi dans ton ouvrage, tu parles du système 1, système 2 qui sont décrits par Daniel Kahneman. Est-ce que tu peux en redire un mot? C'est complètement ça. En fait, c'est assez intéressant ce qu'explique Kahneman, c'est qu'on a le cerveau est quand même bien foutu, c'est-à-dire que il nous permet de ne pas réfléchir trop, de pas trop nous fatiguer. C'est-à-dire, c'est le système 1 qui est un système automatique, c'est association d'idées, reproduction des habitudes. Il est beaucoup basé sur les souvenirs et les émotions qui sont dans le cerveau logués au même endroit. Hein. L'amygdale, qui est la glande qui permet de produire les émotions, elle est loguée à côté de l'hippocampe qui est la zone mémoire, donc les deux sont très liés, ce qui fait que je suis capable de conduire une bagnole à 160 km/h sur l'autoroute, même si c'est interdit, en système 1, c'est-à-dire en pensée automatique, sans réfléchir à ce que je suis en train de faire. Je passe les vitesses, tout ça est automatique. Ce système 1, il était à l'œuvre dans 70-80% des situations. Et dans des situations plus complexes, plus difficiles, c'est le système 2, c'est le cortex, avec des fonctions cognitives, d'analyse de problèmes, de résolution de problèmes qui se mettent à l'œuvre. Et ça a toujours fonctionné comme ça. Et moi, une de mes théories, c'est celle que je développe dans le bouquin, c'est qu'en fait, l'état dans lequel on est, qui est un état de commotion affective ou de crise cognitive, je sais pas comment on le dit, tellement on est sous pression émotionnelle, on a notre limbique qui a fait une OPA sur notre cortex, et en fait, notre système 1, il est à l'œuvre dans 95% des situations qu'on vit, versus 5% où on se remet en mode de réflexion. Ouais. Et du coup, d'ailleurs, tu donnes un tips pour le soir que moi j'adore. En fait, tu dis qu'au moment de s'endormir, justement, plutôt que de continuer à tourner en boucle dans sa journée ou sur les réseaux, il vaut mieux, donc tu conseilles en fait de se mettre au bord de son lit, je te dis, de convoquer par la pensée un sujet intéressant auquel nous voulons apporter une solution ou sur lequel nous voulons progresser, et de demander à notre système 2 de bien vouloir y travailler pendant notre sommeil afin qu'il nous livre au réveil des bonnes idées. Ouais, moi c'est une technique que j'utilise beaucoup. Je résous plein de problèmes la nuit et ça permet d'entraîner mon cerveau plutôt que de le laisser totalement. Alors, ça demande beaucoup de travail pour y arriver, hein. Mais donc je convoque un sujet, je le mentalise, je le problématise, mais en mode recherche de solution, et très souvent je me lève le matin, j'ai la solution. Notre cerveau fonctionne énormément la nuit, hein. Il fonctionne beaucoup plus la nuit. Quand je veux dire en termes d'interaction, de vitesse, d'énergie dépensée, beaucoup plus la nuit que le jour. Ouais. Mais moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi pour trouver des réponses aux questions dès que j'ai une décision qui me...
Et en facilitation, tu vois, ce que je fais beaucoup, j'essaye souvent de faire en sorte, quand on est sur 2 jours ou 3 jours, de les laisser à chaque fois le soir avec des données et on les ramène sur une question et le lendemain, à l'ouverture, on en parle. Ouais. Et souvent, les gens sont scotchés. Parce Ouais. que, tu vois. Alors, l'autre chose aussi, tu en parles pas spécialement dans le livre, mais ça me fait penser à ça, pour convoquer aussi différemment ton cerveau, c'est l'écriture. En fait, tu sais, on n'écrit plus. Si, moi j'écris beaucoup. Moi, je n'arrête pas d'écrire, moi. Non, mais, alors, avec un stylo et un cahier. Avec un stylo et un cahier. En fait, souvent les gens, voilà, enfin, je vois en fait, quand je travaille avec des équipes de direction, que je leur dis prenez un papier, un stylo, 9 fois sur 10, ils en ont même plus maintenant. Enfin, Ouais, c'est clair. Ouais. ils ont même des cahiers électroniques, enfin, c'est fini, quoi. Et du coup, je leur demande d'écrire et d'écrire non-stop pour me répondre à une question. On n'a pas le droit de lever le stylo pendant 10 minutes. C'est la torture totale. Mais là, j'arrive à convoquer des trucs qu'ils ont donc on est sorti. Alors, je sais pas si on sort du système 1 pour aller dans le système 2, mais à chaque fois, je vois qu'ils arrivent enfin à toucher le cœur du sujet. Mais parce que tu es obligé quand tu écris, tu es obligé de réfléchir. En fait, quand tu parles, beaucoup de gens sont verbomoteurs, hein, et donc ils construisent leur pensée au fur et à mesure qu'ils parlent. Quand tu écris, comme tu dois faire une phrase, sujet, verbe, complément et trouver le bon mot, tu réfléchis à ce que tu écris. Et réfléchissant à ce que tu écris, tu réfléchis à la question qui t'a été posée. Et ça m'amène sur un autre sujet dont je parle pas mal dans mon bouquin. On souffre d'un mal, c'est la perte de vocabulaire. Je m'explique. Je sais pas si tu sais, mais la langue française comporte 90 000 mots. Un bon dictionnaire, c'est 35 000 mots. Quelqu'un qui a un bon niveau de vocabulaire, il va maîtriser entre 3 000 et 5 000 mots. Mais dans la vie courante, il va n'en utiliser que 500 ou 600. Et c'est un énorme problème parce que plus le monde est complexe, plus il nous faudrait un vocabulaire précis et juste pour le décrire avec subtilité, alors que si notre vocabulaire est rudimentaire, nous faisons rentrer la complexité du monde dans les rudiments de notre pensée. Et je vais te prendre un exemple. Si tout objet qui a 4 pieds s'appelle une table, parce que je ne connais que le mot table. Les bureaux sont des tables, les chaises sont des tables, les canapés sont des tables. Et tu vois, comment veux-tu que je décrive la subtilité du monde qui m'entoure si je n'ai qu'un mot pour décrire tous ces objets-là? Et donc moi je dis, mais il faut relire. Moi j'ai lu personnellement 3 ou 4 fois le Dico, hein, donc quand je dis ça fait marrer les gens, mais voilà, parce que je trouve que c'est un ouvrage fantastique. On y découvre des choses merveilleuses à chaque page, et je pense qu'il faut absolument travailler sur le vocabulaire, parce que le vocabulaire c'est la base d'une pensée construite et subtile. C'est très juste. Hein. À un moment donné, je m'étais mis un dictionnaire dans un lieu tu vois, sur un bureau, tout ça, pour l'ouvrir plus souvent, mais c'est vrai que je le fais plus, on n'y pense pas assez. Table de nuit, moi je l'ai sur ma table de nuit, en fait. Ouais, c'est une bonne idée. Et avant de me coucher, je prends quelques pages, je lis, je mémorise du coup, en plus. En plus, ouais. Et justement, là, tu es en train de parler de quelque chose que tu évoques aussi, c'est la tendance à surgénéraliser et à tirer des conclusions définitives. Alors c'est vrai que là on l'a particulièrement vu à l'œuvre parce que on a eu des sujets de discussion quand même complexes, clivants, avec beaucoup d'enjeux émotionnels pour le coup récemment, notamment autour du vaccin. Ouais. Et du coup on voit bien que voilà. Et tu disais, j'aime bien ce que tu dis, nos certitudes sont pas la réponse à l'incertitude. Et en fait, comme on est en incertitude, on est toujours en incertitude parce que l'avenir, tout le temps. Il sera tout le temps. Mais là, on est dans une incertitude parce que parfois, on sait même pas si on va pouvoir partir en week-end, en vacances, si on va aller au bureau, si les enfants vont aller à l'école. Et du coup, j'ai l'impression qu'on est encore plus dans ce contexte-là. Ouais, mais Kant a une phrase que j'adore. Kant, il dit l'intelligence, c'est la capacité d'un individu à supporter la somme d'incertitudes qu'il est capable de supporter. Donc l'intelligence d'un individu, c'est la somme des incertitudes qu'il est capable de supporter, pas la somme des certitudes qu'il est capable de fabriquer. Parce que la difficulté, c'est que l'incertitude génère de l'inquiétude. Donc nous met dans un état émotionnel
qui va fabriquer une croyance. Je sais pas si tu le sais, mais certaines de nos croyances sont fabriquées par nos émotions. C'est-à-dire que dans notre cerveau, il y a l'hippocampe, il y a l'amygdale et il y a le thalamus, qui est logué au même endroit dans le limbique. Et en fait, normalement, quand tu éprouves une émotion, le thalamus, il a une fonction très importante, c'est qu'il va passer cette information sensorielle au cortex, c'est-à-dire aux fonctions cognitives. Et donc, je vais pouvoir nommer mon émotion et éventuellement la réguler si j'ai les outils pour le faire. Mais en tout cas, j'ai une espèce de soupape. À un moment donné, quand les émotions sont trop fortes ou trop violentes, le thalamus n'arrive plus à faire son job. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à transmettre cette information sensorielle au cortex. Et en fait, il y a une telle surchauffe que je vais transformer mon émotion en une croyance. Et on l'a vu énormément pendant la crise du Covid. Tu prends la crise de la chloroquine, où des gens, mais sans avoir la moindre connaissance scientifique, avaient fabriqué une croyance liée à un état émotionnel, c'est-à-dire chouette, fantastique, on a trouvé le remède qui va nous soigner. Donc cette tension, elle a fabriqué une croyance. La chloroquine est le bon médicament. Et donc j'étais capable de me battre avec les autres, alors que personne n'était foutu de dire si oui ou non c'était un médicament. Voilà. Et donc ce mécanisme de fabrication des croyances est redoutable. Et donc quand je suis face à l'incertitude, pour me rassurer, je vais fabriquer des certitudes, c'est-à-dire des croyances qui sont souvent erronées, qui vont m'enfermer, alors même qu'il faudrait accepter l'incertitude et se dire que ne pas confondre en fait la méconnaissance de ce qui va advenir et la peur de ce que je pourrais devenir. Ça, c'est essentiel. Cette dissociation. Ok, je ne sais pas ce qui va advenir, mais c'est pas parce que je ne sais pas ça que je dois avoir peur de ce que je peux devenir. Et j'en veux pour preuve, si je fais un petit parallèle avec le monde économique, c'est que cette crise-là, en fait, tu t'aperçois qu'il y a des boîtes, bien évidemment, qui se sont effondrées, mais il y a des boîtes qui, parce qu'elles ont innové, parce qu'elles ont su faire le pivot, parce qu'elles se sont réinventées, ont fait de cette crise un fantastique tremplin de développement. Et donc, ça prouve bien que l'incertitude n'amène pas toujours du malheur. L'incertitude, ça peut amener plein d'opportunités, plein de choses positives, plein de remises en cause salvatrices. Merci pour tout ça et puis à bientôt. À très vite, salut, ciao. Merci pour votre écoute. J'espère que l'épisode vous a plu. Faites-le moi savoir en laissant des étoiles et des commentaires sur Apple Podcast. Cela me permet de le faire connaître, le podcast, et m'encourage à le poursuivre. Rejoignez-moi également sur le groupe LinkedIn L'Entreprise de demain pour échanger avec d'autres auditeurs, proposer des invités. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette série est produite par Delphine Zanelli et Ose Masterclass. Réalisation sonore Cyril Carillon et au micro Delphine Zanelli.